Bonjour, Monsieur Lassalle, je suis heureux de vous accueillir. Bonjour, Jean-Pierre Cavache, et moi d'être là. Et vous avez raison. Ce matin, vous savez que vous portez une énorme responsabilité. Oui, je le sais. Parce que de vous dépend finalement le nom du vainqueur et du président de la République. Vous savez ça? Je le sais, oui. Parce que si jamais, ça peut être vous, hein, mais dans les sondages, vous êtes crédité en ce moment d'environ 1 à 2 %. Si vous les offrez à tel ou tel, vous le faites gagner. Vous le placez au deuxième tour et peut-être vous en faites un président. Spontanément, Jean Lassalle, à qui vous pourriez offrir vos 1,5-2 %? Je vois vraiment pas. Je n'ai aucune envie de les offrir parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Et j'ai bien envie de faire partie du second tour. Oui, ça c'est une hypothèse. Mais comme vous êtes oui. quelqu'un de sérieux, vous savez que peut-être vous n'y seriez pas, peut-être. Et à ce moment-là, à qui vous les donneriez? À Marine Le Pen, à Benoît Hamon, à qui? Sérieux ne veut pas dire ne pas être lucide. Le peuple français va être confronté dimanche à un choix qu'il n'a pas eu à poser depuis très longtemps. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, il veut reprendre son destin en main? Et est-ce qu'il veut continuer à porter l'idée de civilisation qui nous réunit? Ou est-ce qu'il choisit de sombrer définitivement dans le matérialisme? C'est ça qu'il faut. Monsieur Fillon ne finira pas son mandat, pas plus que Monsieur Macron. Pourquoi? Parce que Monsieur Fillon aura beaucoup de mal déjà à passer le premier automne. Imaginez, vous vous souvenez de Monsieur Juppé, et le temps était beaucoup moins dur qu'aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Des centaines de milliers de personnes dans les rues, pour ne pas dire de millions. Lui, ça sera beaucoup plus dur. La gauche a été meurtrie. La gauche a été meurtrie. Pourquoi il aurait des centaines de milliers de gens de Français contre lui? Mais parce que dès qu'il va prendre la moindre initiative sur quelques thèmes, que ce soit surtout sur la réduction du nombre des fonctionnaires, mais qu'il va vouloir, ne serait-ce qu'évoquer le terme sécurité sociale, ça descendra. Le contexte est tellement à l'hystérisation dans ce pays. Il y a une telle colère, il y a une telle volonté de renverser la table, qu'il ne passera pas l'automne sans de grandes difficultés. Monsieur Macron, c'est pareil. Monsieur Macron, d'abord, il va devoir... Vous avez remarqué qu'il est de plus en plus offensif. Hier, il était à Nantes avec Jean-Yves Le Drian, conquérant, bagarreur, comme d'ailleurs François Fillon. Ils sont tous comme ça. Oui, mais... Écoutez, alors vous dites Macron, non. Mon père disait, si tu es fort, tu ne seras pas obligé de monter sur les tables pour le hurler. On s'en rendra compte. Et si tu es sûr de toi, tu ne seras pas obligé de frapper pour t'imposer. On verra aussi que tu es fort. Ces grandes cérémonies, elles ont eu lieu. Elles ont pu faire partie du charme des campagnes du temps, des temps heureux. C'est-à-dire des temps où tout le monde avait de quoi manger, où tout le monde avait droit à sa part de dignité et de respect. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi manger. Très loin. Ouais. Ah, vous n'avez pas la nostalgie d'avant, vous aussi, vous dites que c'était mieux avant. Non, c'est-à-dire je suis trop heureux de ce que j'ai vécu dans cette vie, 60 ans de paix ininterrompu, pour ne pas me projeter avec bonheur sur le futur qui, à ce jour, n'existe aux yeux de personne. Il n'a pas de regard. Mais qui peut être beau aussi, le futur. Ah, mais bien sûr. Parce que je suis un amoureux de la vie. Oui, je ne parle pas seulement de Jean Lassalle, mais pour les Français. Dites-moi, pourquoi vous... incarner les Français. Pourquoi vous dites l'élection est caviardée, que tout est faux? Ah oui, je m'en suis rendu compte parce que je l'ai vécu depuis le début. J'ai voulu voir exactement où en était la démocratie de notre pays. J'avais quelques doutes, à vrai dire. Mais là, ils ont été confirmés. Vous voyez, Jean-Pierre, 18 mois complètement placardisés. Je n'ai plus d'existence. J'ai été invité à 3 émissions, je pense, durant 18 mois. D'ailleurs, tout à charge, pour me ridiculiser. Tout y est passé. Ce qui a donné d'ailleurs une certaine idée, non seulement aux provinciaux, mais aussi aux Parisiens, de ce que cela pouvait donner lorsqu'on faisait ma partie des sachants. Ouais. Ils ont vu l'immense fossé qu'il y avait. Et ça va parler dimanche. Oui. Aussi. Là, vous êtes sorti du placard. Hein. Vous êtes un peu partout avec nous. Oui, d'accord. Encore qu'avec vous, c'est très bien et je m'en réjouis. Mais la presse écrite, très gros souci. Hein. Quand je vois le Figaro, quand je vois Libération, quand je vois le Monde, l'immense Monde, la chronique écrasée des déchets mondains de la planète, ou la chronique mondaine des déchets écrasés de la planète, vous voyez, c'est selon. Parce qu'on ne donne pas assez de place
à Jean Lassalle. Mais il est partout. Vous dites, en fait... Non, c'est plus grave que ça. Moi, je me demande parfois, alors que je le vis avec des amis, pendant cette campagne, si nous avons participé au même événement. La force d'intoxication est telle que moi-même, je doute. Mais on finirait presque par me convaincre de voter pour un tel ou pour un tel, alors que la veille, je le voyais minable, inexistant. Qui ça, alors, par exemple? Fillon, Macron. Mélenchon a relevé, il a du panache quand même, Mélenchon. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas d'hologramme, donc vous êtes encore moins présent. Mais vous avez été maire... Avec ou sans hologramme. Hein. Vous êtes maire depuis 40 ans d'une commune qui vous est chère. Pourquoi vous pensez que pour l'Élysée, votre favori Jean Lassalle, c'est Jean Lassalle? Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment le peuple français pourrait faire autrement que de ne pas saisir l'opportunité que je propose en ce moment si particulier et si dangereux, mais aussi optimiste. Nous sommes à 2 doigts de l'explosion sur le territoire français. Nous sommes à 2 doigts de la guerre, vous le voyez, de toutes parts. Si un homme ne propose pas un programme équilibré, acceptable, bien sûr, avec ses aspérités... Je vais voir avec vous un peu des éléments du programme. Vous l'avez dit, optimiste, vous êtes naturel, vous êtes spontané. Quand vous serez élu, si vous êtes élu président de la République, à l'Élysée, vous garderez ce tempérament? Oui, avec le niveau de solennité qu'il convient d'acquérir lorsqu'on incarne un très grand peuple, emprunt, profondément emprunt, et jaloux d'une grande histoire. Alors, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous vous intéresserez à l'Europe? Et par exemple, à qui vous rendriez votre première visite? Est-ce que vous irez voir Angela Merkel ou Theresa May? Celle qui organise le Brexit ou celle qui veut relancer l'Europe? Certainement ni l'une ni l'autre. Ah bon? Non. Je vais commencer par prendre des contacts d'abord sur le plan franco-français. C'est là qu'il y a le plus de travail à faire. Quand il y a un problème dans le quartier, chez nous, ou dans le village, avant d'aller rendre visite aux voisins, je m'assure de ce qu'il est dans sa maison. Et si je peux rendre le sourire à ma maison, alors je suis plus fort pour aller discuter. Mais par exemple, il faudrait aller discuter avec Donald Trump. Il y a beaucoup à lui dire. Il est aussi protectionniste. Et lui dire comment vous défendriez devant lui des produits français, l'industrie française, l'agriculture française. Tout d'abord, en la remettant en route, et avec un projet clair, net et efficace. Je vais relancer la recherche fondamentale et la recherche qui permet de passer immédiatement aux actes. Nous avons des brevets qui partent dans tous les sens. Nous ne retenons plus rien. Nous ne faisons plus rien. J'ai lu à la fois votre livre Résistant, on va le montrer, Résistant, on le montre, hein, il paraît qu'il faut le faire comme ça, et en même temps votre programme. Vous dites que pour contrôler les impôts et renforcer le parquet financier, vous promettez de recruter 200 000 fonctionnaires. 200 000? C'est indispensable. Je n'ai pas précisé que c'était un CDI parce que je compte bien organiser un Conseil national de la résistance, 100 millions de morts à moins, pour essayer de Donc trouver... 200 000 fonctionnaires. Oui. Et vous avez vu que pour beaucoup, comme messieurs Fillon et Macron, ils disent que c'est déjà trop et qu'il faudrait les réduire de temps ou temps. Oui, et vous je ajoutez... les écoute depuis 20 ans et je vois où ils nous ont menés. Et vous ajoutez 80 000 enseignants de sciences. C'est indispensable. Mais comment vous financez tout ça? Je l'ai expliqué. Ouais. J'ai expliqué, je vais le reprendre. C'est-à-dire que d'abord, j'ai 30 millions à récupérer au niveau des contrats que nous avons passés, notamment avec le médicament. On ne va pas tout citer, mais le médicament, c'est quand même le gros paquet. J'ai été sidéré moi-même de le découvrir, et je l'ai découvert avec des spécialistes de l'économie. Ensuite, au niveau de tous les contrats qui sont passés au niveau de l'armée, je peux vous dire qu'il y a du gras. Alors justement, ensuite, voilà. mais est-ce que ça veut dire que vous craignez pas ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'aggraver la dette qui est française, qui est de 2200 milliards? Ou est-ce que vous dites, je suis quand même contraint par les 3% de Maastricht? Ou vous dites, on s'en fout? Momentanément, je dis, ils ne sont plus adaptés. Ils ont été fixés en l'an 2000 à une période où nous avions pratiquement 3% de croissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance du tout. Il y a une misère, il y a 8,5 millions de Donc les 3%, pauvres. hein? Non, c'est pas ça. Momentanément. C'est plus du respect. C'est-à-dire, c'est
nous allons nous adapter. Je vais travailler avec mes collègues, chefs d'État et de gouvernement. Et nous allons retrouver, je vais rouvrir les portes du débat européen qui sont fermées depuis si longtemps et ça c'est dangereux. Là, l'Europe n'a jamais été en danger parce que quelques portes claquaient de temps en temps. L'Europe est en danger lorsqu'elle ne se dit plus rien et lorsqu'elle ne se parle pas. Et aujourd'hui, nous ne disons plus rien. Nous laissons à des hauts fonctionnaires à qui nous avons laissé la bride au cou, qui sont d'ailleurs devenus des technocrates, un haut fonctionnaire qui n'est pas fécondé par un représentant du suffrage universel, devient un technocrate comme on devient mulet. Alors, et vous vous connaissez en matière Oui, animalière. D'ailleurs, vous avez vu ce que a dit hier Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, qui sera ici demain matin. Il a imité à sa manière Jean de La Fontaine. Écoutez-le. N'oubliez jamais la fameuse expression utilisée par nos adversaires pendant la Grande Guerre et qui qualifiait notre armée, c'est-à-dire la France, des lions dirigés par des ânes. Rien n'a changé. Le peuple français est composé de lions dirigés par des ânes. Relevez-vous, réveillez-vous, rugissez comme des lions et débarrassez-nous des ânes le plus vite possible. Il est méchant pour les ânes, non? Parce que vous les connaissez, vous savez qu'ils ont des qualités de fidélité, de dévouement, de ténacité, les ânes. Oui, d'ailleurs, j'ai été étonné pourquoi Victor Hugo avait pris cette image, parce que c'est vrai que les ânes sont infiniment plus puissants et résistants parfois que nous. Hein. Oui. Nous, on a un âne à la maison, il avait pris le pas sur un formidable étalon. C'est incroyable. Mais enfin, la question n'est pas là. Oui. Je vois bien ce qu'il veut dire. C'est vrai que nous avons été capables de les supporter 4 ans et demi à 97%. Vous recommandez le respect de la condition animale. Qu'est-ce que vous faites aux loups, vous? Mais les loups, ils sont incompatibles. J'ai tout essayé, Jean-Pierre Clévage, vous le savez certainement. Et ça m'a coûté très cher. J'ai essayé de faire cohabiter l'ours et l'homme dans les Pyrénées. Je suis le seul qui a fait voter à une assemblée d'élus locaux l'arrivée de... Mais les loups, alors qu'est-ce que vous faites? Vous les éloignez, vous les tuez, en fait? D'abord, commençons par le début. Je vais dire à l'Union européenne que je ne suis plus du tout intéressé par la directive chasse, parce qu'elle n'est plus adaptée à la directive Habitat, plus exactement, ni la Convention de Berne. Il y a trop de loups et il faut en éradiquer. Et je préfère... Éradiquer les loups. Mais est-ce qu'on peut en profiter ce matin pour se débarrasser d'une contre-vérité qui est répétée depuis presque 4 siècles? On dit l'homme est un loup pour l'homme, depuis l'anglais Hobbes. Et c'est faux, parce que c'est l'homme qui peut assassiner l'homme. Mais le loup, il assassine. Vous le savez mieux que moi, oui. Mais vous pouvez le confirmer. Le loup ne tue pas le loup. Le loup, il ne le tue pas. Il ne tue pas son congénère. Vous le confirmez, ça? Par contre, il tue l'homme aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait, si je suis un amoureux de la cause de la nature et si je suis aussi quelqu'un qui respecte. Mais tout ça a été dérégularisé volontairement pour détruire des pans entiers de notre histoire. Je tiens à l'agriculture de montagne, je tiens au pastoralisme, je sais ce que c'est le carnage découvert à 5 h du matin quand vous avez un troupeau, 150 brebis, où il ne reste rien. Je connais le désespoir de ces femmes qui hurlent parce que rage et de la peur. Montagne, les paysages, les sons, les bruits, vous les connaissez, c'était votre enfance, ça. C'est mon enfance. J'ai cohabité et j'ai vécu, moi, dans la peur de l'ours. Avec mon père. Une enfance heureuse, apparemment. Très heureuse, mais moins heureuse. Parce que quand vous avez le cœur dans la poitrine, vous croyez qu'il va éclater. Votre pauvre père est sorti avec un bâton à la main, parce qu'il ne voulait pas porter d'armes. Et il revenait avec un air toujours tragique. Les moqueurs vous croient incapables de gouverner les Français. Or, vous êtes petit-fils, si j'ai bien vu, de berger, fils de berger, berger vous-même. Vous savez conduire les troupeaux. Mais vous savez, non seulement je sais le faire, mais ce n'est pas un troupeau que je veux conduire. Vous savez que si on remonte très très loin dans l'Antiquité, le berger n'avait même pas de troupeau. Et il ne savait même pas d'ailleurs qu'il pouvait en être le chef, ni le propriétaire. Mais il se levait, c'était un homme qui sentait le changement du temps et celui du vent. Et il se levait et il partait de contrée en contrée pour aller informer et parler gentiment à ses congénères en disant « un danger se prépare, réunissons-nous ». Mais là, aujourd'hui, le danger, ce n'est pas les quelques animaux. Aujourd'hui, il y a le terrorisme.
il y a la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, est-ce que vous avez des policiers pour vous protéger? Vous avez une garde rapprochée? Pas du tout. Et j'ai entendu dire que tous les candidats avaient été très protégés. Moi, on m'a rien demandé. J'ai entendu hier soir le nombre de policiers qu'il y avait. Vous n'avez pas un seul? Mais non. Celui qui était avec vous, c'est Raphaël, c'est ça? C'est votre collaborateur? C'est un jeune étudiant en sciences politiques qui d'ailleurs... Mais qui n'est pas policier? Pas du tout. Alors sur la défense, la France est présente au Moyen-Orient, elle est présente en Afrique avec l'opération Barkhane, 3500 soldats. Vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous faites? Vous sifflez le retour des soldats? Immédiatement. Parce que quand on est avec des armées sans but précis, la paix, inexplicable... La paix, limiter le mouvement des terroristes, éviter que des villes ou que l'Afrique à laquelle vous tenez s'effondre à cause de l'infiltration des marabouts et de la religion, non? Merci, Jean-Michel Cabage, de me donner ainsi l'occasion de m'expliquer si gravement sur ce projet. Là, nous alimentons l'arc électrique qui s'est instauré de part et d'autre de la Méditerranée. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un de ces pays-là, c'est sur Paris et vice-versa. Si je retire les armées, je vais relancer une initiative diplomatique sans équivalent. Nous avons eu la meilleure diplomatie du monde. Et heureusement, parce qu'avec les Anglais comme voisins, il valait mieux. Je vais la retrouver, mais la nommer très vite à la rendre opérationnelle. Et je vais créer la 4e armée, là où il y a un désordre total. Il y a de bonnes choses, mais un désordre total qui est très coûteux et presque ruineux pour le pays, et aucune efficacité. Je vais mettre des hommes et des femmes qui, sous l'autorité de l'armée, iront chasser le crime là où il prononce son premier mot, là où il soit, avec ou sans l'accord du chef d'État. Ouais. Je peux faire avec l'accord du chef d'État, parce que je lui dirai, je vais aussi, la France va aussi assurer ta protection. Aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de le faire. Aide-moi à le faire. Mais la France est aujourd'hui une puissance nucléaire qui est respectée. Qu'est-ce que vous faites de la force de dissuasion? Des drones, des avions, des missiles, des porte-avions, des sous-marins. Qu'est-ce que vous en faites? Mais je ne suis pas là pour affaiblir ce qui existe. Ça vous le gardez? Ah, mais bien sûr. Et vous trouverez un Le Drian pour vendre des Rafales, pour vendre des sous-marins? Là, d'abord, je ne pourrais pas reprendre Le Drian parce qu'il m'étonnerait fort qu'il soit en position d'être quoi que ce soit. Ce ne sera pas forcément la plus mauvaise nouvelle, encore qu'il n'ait pas été le moins bon des ministres. Je pense que Le Foll et lui ont tiré leur épingle du jeu. Mais enfin, le problème n'est pas là, c'est qu'il faut présenter aujourd'hui, si nous voulons sauver la paix, la France sous un regard totalement différent. C'est-à-dire le seul pays qui soit capable aujourd'hui de parler avec la force qu'il convient de paix. Je ne veux pas voir couler des rivières de sang qui emporteront nos enfants et petits-enfants. Et ce n'est pas dans 20 ans ou 30 ans. Nous allons le vivre, cher Jean-Pierre. Et vous avez des enfants, et j'en ai aussi. Et nous les aimons. Et nous, notre devoir. Ce que j'ai noté dans votre programme, cher Jean Lassalle, et dans votre projet, c'est que vous défendez la culture. Vous demandez, par exemple, aux propriétaires d'œuvres d'art de les présenter au public quelques jours par an. Mais ce qui m'a fait plaisir, qui m'a intéressé, vous voulez, sur le modèle de la fête de la musique, créer 3 fêtes. La fête des sports. Il faut une fête des sports. Oui, parce que le sport est quand même... Bon, on a dit dans la Rome antique déclinante du pain et des jeux. Mais le sport est quand même un phénomène de société. Qu'est-ce que vous faites? Il faut enlever un peu d'argent, surtout sur le football. Mais je veux présenter les sportifs. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Ah, moi, je fais du rugby, mais très peu de temps parce que papa est tombé dans une crevasse. J'avais 19 ans, mais j'ai eu quand même une période très intense. Alors vous dites la fête... J'ai donné 3 beaux rugbymen au rugby français. Alors fête des sports, fête de l'engagement et fête de la philosophie. Vous lisez des philosophes? Oui, j'en ai lu. Maintenant, je n'ai plus le temps ces jours-ci. Oui. Je me contente d'essayer de lire ce que j'ai. Il n'y a pas un préféré? Il n'y a pas un préféré? Ah, j'ai toujours été très inspiré par Socrate. J'ai été inspiré par Platon. J'ai eu la chance de découvrir. D'ailleurs, c'est incroyable comment ces écrivains se sont repris à des siècles de différence pour dire à peu près la même chose et ont construit une pensée qui vaut encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous rêvez de voir des philosophes au pouvoir, un peu comme celui qui vous inspire, Platon. Le philosophe est fait pour éclairer. Ouais. Il est fait pour redonner une pensée. Il n'y en a plus aucune en France. Nous n'avons d'ailleurs plus le droit de rien dire. Nous venons de vivre la campagne la plus minable de la Ve République. Pourquoi? Parce que nous avons un monde politique extrêmement faible. Il n'y a plus aujourd'hui de personnalité forte. Où sont passés ceux que vous avez eu le privilège d'interroger et qui ont fait du bonheur? Mais j'ai noté que vous préférez le quinquennat
au septennat de Gaulle et de Mitterrand. C'est-à-dire 7 ans, c'est trop long pour la salle. Non, c'est-à-dire, je me suis beaucoup prononcé là-dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais je pense qu'il faut revenir au septennat. J'aurai l'occasion de m'en expliquer là-dessus. Un mot. Tout le monde sait que vous avez l'œil séducteur. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu que je porte aujourd'hui ni talons aiguilles, ni décolleté? Écoutez, un président de la République française doit incarner ce formidable peuple de France. Oui, d'accord, mais vous ne répondez pas à la question que je vous pose. Parce qu'hier, ici, avec ma consoeur Caroline Delage, vous avez été un peu écoutée. Merci à vous. Vous êtes une intervieweuse qui ferait parler un mort. C'est gentil. C'est juste. Hein? C'est la vérité. Flatteur, hein, flatteur. Non, lucide. Je suis lucide. Elle a une très grande capacité à aller chercher chez l'autre, qu'il soit homme ou femme, d'ailleurs. Ce qu'il Mais y a. vous aimez bien discuter avec des interlocutrices. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Vous aussi. Non, non. Vous aussi. Mais un président de la République française, je n'ai jamais entendu dire qu'il devait forcément être moine. Au contraire, je pense qu'un président de la République doit pouvoir incarner la France dans tout ce qu'elle aime. Et la France aime ce qu'il y a de beau. On est à peu près sûr que les présidents de la aussi. République, jusqu'à présent, n'ont pas été des moines. Voilà. Si dimanche, vous n'êtes pas sélectionné pour la finale du 7 mai, pour qui vous vous prononcez sérieusement, là? Jean-Pierre Elkabbach. Non, je suis très heureux de notre entretien. Heureusement que je n'ai jamais répondu à cette question. De qui vous êtes le plus proche dans la salle? D'aucuns. Ils vont tous à la catastrophe et ils nous y mènent. Parce qu'imaginez, l'un ou l'autre, je crois pas à Mélenchon. Mélenchon, il a une poussée de sève 8 jours avant, c'est trop tôt, ça va retomber. Il va être harmonisé en même temps, vers du premier groupe. Mais ils n'ont aucune chance de terminer. Si vous n'êtes pas sélectionné, est-ce que vous allez, comme certains, avoir une dépression nerveuse ou une déprime? Ça, je n'ai pas la capacité de voir. J'ai pu me tester très loin. Je suis celui qui était le plus loin dans ma faculté à me connaître moi-même. J'ai tutoyé la mort. Et on m'a dit, tu vas mourir, et peut-être cette nuit. Bien, je n'ai pas non plus eu peur. Je ne veux pas paraître pour un héros, mais simplement répondre à votre question au fond. Je sais que je suis capable d'affronter des réalités terrifiantes. Et je sais aussi que je suis capable d'être suffisamment solennel lorsqu'il s'agit de l'être, dans l'intérêt supérieur de ceux dont j'ai la charge. Et là, c'est la France dont j'aurai la responsabilité. Et une France qui est malade, une France qui ne croit plus en rien, ni en personne, et qui a peur, et qui est aujourd'hui accablé et attristé devant le triste spectacle de ce qui s'est passé hier soir à Nantes. Des milliers d'hommes en armes pour protéger un malheureux candidat qui réunit autour de lui les 30 crocodiles qui ont tout échoué dans leur vie et qui sont là pour, encore une fois, présenter une alternative. Une de plus, une de trop. Heureusement qu'il y a Jean dans la salle. Vous avez remarqué, je ne vous demande pas de chanter, moi. Hein. Merci d'être venu. Je ne l'aurais pas chanté non plus. Merci d'être tout au plus murmuré, mais c'était déjà très bien avec vous. Mais je savais que j'avais aujourd'hui peut-être le plus grand rendez-vous de ma campagne. Oui, vous voyez, sur CNews. Il n'y a pas qu'avec les journalistes du beau sexe que je sais terminer une émission. Merci d'être venu. Merci. Bon dimanche. Et tout à l'heure, je recevrai... Et que les Français choisissent bien.